Dans cette seconde séquence sur les relations entre le diplôme, l'emploi et le salaire, nous allons nous intéresser plus particulièrement au rôle des diplômes. Est-ce qu'ils nous aident à trouver un emploi? Arrêtons-nous un instant sur ce dessin de presse pour la sensibilisation à la séquence. On a ici une personne très diplômée puisqu'elle est docteure en physique nucléaire, donc ça signifie bac+8, hein, vous vous rappelez par rapport au schéma de la première séquence. Et pour autant, on va lui faire faire des tâches qui ne requièrent pas un gros niveau de qualification puisqu'il s'agit ici de nettoyer les locaux. Alors, ce dessin semble vouloir dire que finalement les études, les diplômes ne servent pas à grand-chose puisqu'une fois diplômé, eh bien, on peut être amené à faire un travail qui ne requiert pas beaucoup de qualification. Alors, qu'en est-il réellement? Est-ce que les études servent à quelque chose ou au contraire, est-ce que les diplômes sont inutiles? C'est ce que nous allons voir avec l'étude de documents statistiques. Alors, on va s'intéresser principalement à deux relations. Tout d'abord, avec un premier document statistique, nous verrons le lien entre taux de chômage et diplôme. Et avec un second document statistique, nous verrons le lien entre le type d'emploi, donc le premier emploi quand on a terminé ses études, et le type de contrat. Est-ce qu'on décroche un CDD ou un CDI? Les objectifs de la séquence, donc savoir que le manque de qualification est une cause de chômage. Distinguer également les actifs des inactifs, ce par quoi nous allons commencer. Distinguer les emplois typiques, qu'on appelle aussi les emplois stables, des emplois atypiques. Et pour les savoir-faire, eh bien, nous allons à nouveau lire et interpréter des documents statistiques. Tout d'abord, comment passer de la population totale à la population active, et même plus particulièrement à la population active occupée. Autrement dit, nous allons distinguer les actifs des inactifs. Alors, qu'est-ce qu'un actif? Un actif, c'est une personne qui exerce une activité professionnelle rémunérée ou qui cherche un tel emploi, donc un emploi rémunéré. On peut donner de nombreux exemples, les ingénieurs, les professeurs, les secrétaires, les médecins, les agriculteurs, les artisans, etc., etc. Mais également les chômeurs. Les chômeurs sont considérés comme actifs. Par contre, un inactif, c'est une personne qui n'exerce pas et qui ne recherche pas une activité rémunérée. On peut citer comme exemple les hommes ou les femmes au foyer, les retraités, les enfants, les étudiants qui poursuivent toujours leurs études. Qu'est-ce qu'un chômeur? Un chômeur, c'est une personne sans emploi, disponible pour travailler et qui recherche effectivement un emploi. Alors, il y a différentes définitions ou types de mesures du chômage selon le recensement, selon l'INSEE, mais nous n'allons pas entrer dans le détail puisque ça ne fait pas explicitement partie de votre programme. Donc voilà, on se contentera de cette définition. Donc une personne au chômage est sans emploi, disponible pour travailler et à la recherche effective d'un emploi. Donc ça veut dire qu'il faut effectuer des démarches active de recherche d'emploi. Pour aller plus loin, je vous conseille de faire un exercice interactif sur le site de l'Académie de Versailles. Il s'agit d'un exercice interactif qui permet de distinguer à la fois les actifs des inactifs, de repérer parmi les actifs ceux qui sont salariés ou ceux qui sont indépendants, et d'en profiter aussi pour revoir les professions et catégories socio-professionnelles. Revenons sur notre arborescence qui passe de la population totale à la population active. Nous allons d'abord calculer le nombre d'inactifs. Donc nous allons prendre la population totale et de cette population nous allons enlever, retrancher la population active, ce qui nous donnera une population inactive équivalente à 36,8 millions d'individus. Donc population inactive égale population totale moins population active, puisque la population totale, c'est la population inactive plus la population active. Deuxième calcul à effectuer, il s'agit du nombre de chômeurs.
Donc ici, nous allons d'abord prendre la population active et nous allons retrancher la population active occupée. Donc ce qui reste, ce sont les chômeurs. Ce qui nous donne, en utilisant les chiffres, 29,6 millions moins 26,9 millions, donc on a 3 millions de chômeurs. J'en profite pour rajouter deux notions, deux calculs que je n'ai pas mis dans le fichier de cours. C'est le calcul du taux d'activité tout d'abord, donc c'est le rapport entre le nombre d'actifs sur la population en âge de travailler, donc exprimé en pourcentage. Donc en France, le taux d'activité global il est de 56%. Et un deuxième indicateur qui cette fois-ci est le taux d'emploi, donc c'est le nombre d'actifs occupés cette fois-ci sur la population en âge de travailler toujours, et le taux d'emploi en France est de 51%. Voilà, donc il y a 51% de la population en âge de travailler qui exerce effectivement un emploi. Dernier calcul, dernier indicateur, c'est le taux de chômage. Donc le taux de chômage, c'est le rapport entre le nombre de chômeurs et la population active, exprimé en pourcentage toujours. Donc le calcul pour l'année qui est étudiée ici, eh bien, ça nous donne 10%. Donc sur 100 actifs, il y a 10 chômeurs pour l'année étudiée. Donc ici, c'était l'année 2016. Voilà le rapport qui a été fait. Population active sans emploi, donc nombre de chômeurs sur la population active. Alors, on récapitule, à savoir, les personnes qui occupent un emploi rémunéré et déclaré font partie de la population active, tout comme les chômeurs, c'est important, car ils sont, ces derniers, à la recherche d'une activité rémunérée. Et les hommes et les femmes au foyer, ou les retraités, les étudiants, les élèves, font partie des inactifs. Intéressons-nous maintenant au lien qu'il y a entre taux de chômage et diplôme. Donc la clé de lecture que l'on peut faire à partir des données entourées, donc c'est en France en 2017, selon l'INSEE, 17% de la population active âgée de 15 à 29 ans est au chômage, alors que c'est le cas pour presque 40% des jeunes actifs du même âge sans diplôme. Voilà pour les données. Alors pour mieux faire parler les données et pour améliorer l'analyse, on n'hésite pas à faire des petits calculs. On peut par exemple mesurer l'écart entre le taux de chômage des non-diplômés et celui des diplômés. Donc ce qui nous donne ici, si on compare aux diplômés supérieurs à Bac plus 2, 40, c'est à peine 40, divisé par 8, ce qui nous donne 5. Donc comment lire ce résultat, 5 ? Eh bien ça signifie que le taux de chômage des non-diplômés est près de 5 fois plus élevé que celui des personnes qui disposent d'un diplôme supérieur à Bac plus 2, donc toujours pour l'année 2017. Voilà. Donc d'une façon plus générale, si on analyse le graphique, eh bien on peut voir que plus le niveau de diplôme est élevé, plus le taux de chômage est faible, et ceci quel que soit l'âge. Le taux de chômage des jeunes actifs diplômés, donc supérieur à Bac plus 2, il est inférieur de 9 points à celui de l'ensemble des jeunes actifs. Donc ici, vous avez la possibilité de prendre d'autres chiffres pour la démonstration, bien entendu. On peut aussi souligner que le diplôme joue un rôle protecteur à tous les âges de la vie, mais c'est encore plus le cas pour les plus jeunes, puisque le taux de chômage est divisé par 5 entre les sans diplôme et les diplômés supérieurs à Bac plus 2, alors qu'il est divisé par à peine 3 chez les 50 ans et plus. Donc voilà pour le premier document statistique. Donc on va voir maintenant le lien qu'il y a entre le diplôme et le type de premier emploi que l'on peut décrocher. Donc le type de premier emploi, c'est-à-dire en fonction notamment du contrat. Est-ce que c'est un contrat stable, qu'on appelle aussi les contrats à durée indéterminée, donc ce qu'on considère comme les emplois typiques ou normaux, les contrats de travail qui se sont généralisés pendant les 30 Glorieuses, ou est-ce qu'au contraire on est plus
tenus d'exercer un emploi à durée déterminée, c'est-à-dire une durée limitée dans le temps, donc comme un travail intérimaire, un CDD comme les contrats de remplacement par exemple, ou les emplois saisonniers. Alors nous allons profiter de ce document statistique pour rappeler la méthode d'analyse du tableau statistique. Donc on l'observe bien pour répondre aux questions où, quand, qui, quoi, comment, combien. Donc où. Alors ici on n'a pas vraiment d'indication. Alors le CEREQ c'est le Centre d'études et de recherche sur les qualifications. Donc c'est un établissement public qui est sous la tutelle du ministère de l'Éducation et du ministère du Travail. Donc ici ça concerne la France. Quand c'est en 2016, c'est une enquête de 2016, à ne pas confondre avec la date 2013 qui figure à la fin de la phrase, où on dit qu'on étudie la génération qui est sortie de l'école en 2013. Qui, c'est l'ensemble des jeunes qui ont occupé un emploi au cours de leurs 3 premières années de vie active. Quoi? Eh bien, c'est le statut du premier emploi, soit un emploi à durée indéterminée, soit un emploi à durée déterminée, donc durée limitée. Comment? C'est en pourcentage. Et combien? Eh bien, voilà les pourcentages justement dans le tableau. Alors, on peut faire la clé de lecture des chiffres qui sont soulignés pour appliquer tout cela. En France, selon une enquête du CEREQ de 2016, 80% des jeunes actifs occupés ayant terminé leurs études en 2013 étaient en emploi à durée déterminée, alors que c'est le cas pour seulement 46% des jeunes diplômés d'une école d'ingénieur ou de commerce. Je signale au passage que le sens de lecture, il est indiqué par le 100%. Alors il n'y avait pas de 100% dans le tableau, mais on peut quand même le déduire assez facilement. Si on additionne les deux chiffres des deux colonnes, eh bien on obtient 100 en bout de ligne. Donc c'est bien sur 100 personnes n'ayant pas de diplôme, 80 sont en emploi à durée déterminée pour leur premier emploi, et 20 sont en contrat à durée indéterminée, etc. On peut faire le repérage inférieur ou supérieur par rapport à l'ensemble, par rapport à la moyenne. Et ceux auxquels je n'ai pas mis de signe, c'est ceux qui sont vraiment proches de la moyenne. Donc ce qui nous permet de repérer notamment les pourcentages extrêmes. Donc pour la première colonne, les emplois à durée indéterminée. Donc ce sont les 100 diplômes qui sont les moins nombreux à bénéficier d'un emploi à durée indéterminée. Et par contre, ce sont les diplômés d'écoles de commerce et d'ingénieurs qui sont les plus nombreux à avoir ce type de contrat. Donc l'idée générale qui se dégage de ce tableau statistique, c'est qu'en règle générale, plus le niveau de diplôme est élevé, plus la part des jeunes actifs en CDI s'élève. Ainsi, seulement 20% des jeunes sans diplôme sont en CDI, contre quasiment la moitié des bacs plus 5. Et on peut même dire qu'il y a davantage de jeunes diplômés d'écoles de commerce et d'ingénieurs en CDI qu'en CDD. L'exercice bilan, pour terminer. Donc la première proposition, j'ai mis entre les deux, vrai ou faux. Pourquoi? Alors voici un document qui vous l'explique. Si longtemps les bac plus 2 ont été privilégiés par rapport au chômage, par rapport au bac plus 3, 4, 5, c'est moins vrai aujourd'hui. Les chômeurs sont des personnes actives. Avoir le bac est au contraire utile pour être moins touché par le chômage et avoir des emplois plus stables. Le taux de chômage se calcule par rapport à la population active. Le taux de chômage des non-diplômés est supérieur au taux de chômage des diplômés. Et les 3 autres propositions sont vraies. Vous allez maintenant mener l'enquête dans votre propre famille pour étudier l'évolution des métiers, des qualifications et aussi des professions et catégories socio-professionnelles sur 3 générations. Donc vous allez devoir interviewer vos parents, vos grands-parents, et éventuellement vos arrière-grands-parents, ou en tout cas mener l'enquête pour savoir ce qu'ils faisaient comme profession.